Le colonel habitait dans le village de C une maison haute et étroite à laquelle on accédait par un escalier de quelques marches. Dans l'après-midi de cette journée, marquée auparavant par l'observation du simple plongeur, j'attendais, dans un véhicule utilitaire garé au pied de la maison, que le colonel voulût bien se manifester, en compagnie du propriétaire du véhicule, un plombier chauffagiste qui comptait aussi parmi les organisateurs de la marche. Tout l'habitacle baignait dans une odeur presque insupportable de lys, émanant d'une couronne ou d'une gerbe, qu'il s'agissait de remettre au colonel afin qu'un peu plus tard, dans le cadre d'une cérémonie officielle, il pût la déposer au pied du monument érigé sur le bas-côté de la Détroit, près de l'aire de Kerkabanak, à la mémoire des passeurs et de leurs clients. À la fin, ayant échoué à opérer notre jonction avec le colonel, en vertu de considérations tactiques dont le sens m'échappait, nous dûmes transférer la gerbe, ainsi que les boissons prévues pour arroser le pique-nique du lendemain ou le vin d'honneur du soir même, depuis le véhicule du plombier vers un autre véhicule, conduit celui-là par une jeune femme qui venait de nous rejoindre, arrivant de plus haut dans la montagne, et qui s'exprimait d'une voix douce avec un fort accent. Il était difficile de voir et d'entendre cette jeune femme, assez conforme à l'idée que l'on se fait d'une bergère, bien qu'elle travaillât dans un centre de traitement des déchets, sans éprouver pour elle une sympathie immédiate. Puis nous avons gagné l'aire de Carcabanak et la stèle, devant laquelle s'était rassemblée une petite foule, celle-ci composée de gendarmes, d'une sous-préfète en uniforme, de civils, parmi lesquels plusieurs étaient de nationalité britannique, enfin d'un groupe nombreux d'anciens combattants dont la plupart étaient de taille modeste, comme si une telle morphologie réduisait les risques de trouver la mort au combat. Tous abondamment médaillés, tous coiffés de bérets dont les couleurs variées témoignaient des armes différentes dans lesquelles ils avaient servi. Pour ce qui concernait les médailles, toutefois, c'était très nettement le colonel, celui que nous avions vainement attendu devant sa maison de C, qui l'emportait. Avant le début de la cérémonie, il fallut que je transporte la gerbe à l'effroyable odeur de lys, de nouveau, afin de la remettre au colonel qui lui-même devait la déposer au pied de la stèle, et dans le mouvement que je fis pour m'acquitter de cette mission, tenant la gerbe trop serrée contre moi, par crainte de la laisser choir, tout le pollen dont les étamines étaient copieusement garnies, orange et gras, se répandit sur ma chemise, de telle sorte qu'elle présentait désormais le même aspect que si un fort oiseau m'avait fianté dessus, et qu'afin de ne pas déparer la cérémonie, je dus jusqu'à la fin de celle-ci tenir de la main gauche ma veste fermée jusqu'au col. Intervenant en second, après le colonel, la sous-préfète prononça un discours dans lequel elle rendait hommage aux 30 000 évadés de France à travers les Pyrénées et aux milliers de passeurs, toujours d'après son propre décompte, peut-être excessivement généreux, qui avaient payé de leur vie ou d'une longue captivité leur rôle dans ces évasions. Le discours de la sous-préfète fit sur la jeune femme sympathique une si forte impression qu'elle demanda par la suite s'il en existait une version écrite. Quand vint le moment du recueillement et des hymnes, à défaut de musique live, le colonel avait prévu une série d'enregistrements. Sonneries aux morts, marseillaise, chants des partisans. Mais le préposé au magnétophone se trompant régulièrement, en voyant un air au moment où c'était un autre qui s'imposait, le colonel, figé dans un garde-à-vous impeccable, lui signalait son erreur avec une nuance presque imperceptible d'agacement, par de rapides mouvements de 2 doigts seulement de sa main droite, sans rompre le parfait alignement de celle-ci sur la couture du pantalon.